Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. À la fin du XVIIIe siècle, le livre franchit donc un seuil. Jusqu'alors, il avait contribué à transformer les conditions de circulation des idées, à structurer un espace intellectuel, à fragiliser les fondements de l'ordre établi, mais avec les grandes révolutions politiques, américaines d'abord, et puis françaises surtout, il change de statut. Il ne se contente plus d'accompagner les transformations, il devient un instrument direct de l'action politique. Ce basculement tient à une conjonction de facteurs, on pourrait dire un faisceau de faits. D'une part, les transformations intellectuelles du siècle des Lumières ont préparé le terrain. Ah oui, les concepts circulent. La souveraineté du peuple, la liberté, l'égalité, les droits naturels, la servitude volontaire, dont je vous parlais tout à l'heure, etc., etc. Ces idées diffusées par les livres, les brochures, les correspondances ont progressivement constitué un langage commun de la contestation. D'autre part, les structures de diffusion sont maintenant en place. L'imprimerie est répandue, les réseaux de librairies sont actifs, les circuits clandestins ont fait la preuve de leur efficacité. Le livre au sens large, encore une fois, l'imprimé, dispose des moyens matériels de sa diffusion. Et quand la crise politique éclate, eh bien ces éléments se combinent. Dans le cas américain, les pamphlets jouent un rôle décisif. C'est des textes courts, accessibles, diffusés largement, qui permettent de mobiliser l'opinion coloniale contre la métropole britannique. L'imprimé structure le débat, diffuse les arguments, construit une légitimité politique nouvelle. Mais c'est surtout, vous vous en doutez bien, avec la Révolution française que le phénomène va atteindre une intensité sans précédent. L'imprimé connaît une véritable explosion. Journaux, brochures, affiches, libelles, discours imprimés, tout ça se multiplie, la production même s'accélère, les formats se diversifient, les circuits de diffusion s'élargissent, le livre, dans sa forme classique, coexiste maintenant avec une multitude de supports plus courts, plus rapides, plus directement liés à l'actualité. Et cette diversification est essentielle. Elle traduit une transformation du rapport au temps. Là où le livre traditionnel s'inscrivait dans une temporalité longue, l'imprimé révolutionnaire fonctionne, lui, dans l'urgence. Et on connaît ça, nous, avec Twitter, par rapport à l'information traditionnelle, on va dire au journal classique. Il réagit aux événements, les commente, les interprète. Il participe à la construction immédiate du sens. Et dans ce contexte, l'imprimé devient un outil de mobilisation. Il permet de diffuser des mots d'ordre, de relayer des décisions, de construire des récits. C'est l'équivalent de Twitter. Il contribue à transformer des événements locaux en phénomènes nationaux. Il participe à la formation d'une conscience collective. Quand je dis Twitter, c'est des réseaux sociaux. Mais cette fonction ne se limite pas à la diffusion. L'imprimé structure aussi le débat politique. Les différentes factions utilisent le livre et ses dérivés pour défendre leur position, attaquer leurs adversaires, mobiliser leurs partisans. Le texte devient une arme dans un espace public qui est désormais ouvert et conflictuel. Et ce phénomène s'accompagne d'une transformation profonde, encore une fois, de la notion d'opinion. L'opinion n'est plus seulement un phénomène diffus, ça devient un enjeu explicite. Les acteurs politiques cherchent maintenant à l'influencer, à la capter, à la mobiliser. L'imprimé est le principal vecteur de cette interaction. Ça va continuer jusque fin 19e. Dans le même temps, les barrières traditionnelles s'effondrent, le système des privilèges est aboli, la censure disparaît, temporairement, je vous rassure, les contraintes corporatives sont levées et l'imprimé entre dans une phase de liberté, alors liberté relative, marquée par une production intense, parfois même anarchique. Mais vous vous doutez bien que cette liberté a un coût. La multiplication des textes entraîne une saturation de l'espace public qui, là encore, nous rappelle des choses avec les réseaux sociaux. Les informations circulent rapidement, mais leur fiabilité est variable. Les rumeurs, les interprétations, les manipulations se diffusent en même temps que les analyses. L'imprimé amplifie à la fois la circulation des idées et celle des tensions. C'est exactement la même chose qu'aujourd'hui. On veut écrire le plus vite, on veut diffuser l'information le plus vite possible sans même une once de réflexion. Et puis parfois, il y a des fake news, comme on dit aujourd'hui. Très vite, les pouvoirs révolutionnaires
prennent conscience de ces dérives, et comme au XVIe siècle, la liberté de l'imprimer apparaît à la fois comme une force et comme un danger. Et là, vous avez des formes de contrôle qui réapparaissent. Surveillance des journaux, limitation des publications, répression même de certains discours. Le cycle, si vous voulez, diffusion-contrôle se reproduit, mais dans un contexte nouveau, vous l'avez compris. Parce que désormais, l'imprimé est intégré à la vie politique. Il ne peut plus être totalement marginalisé ou strictement encadré comme auparavant. Il fait partie du fonctionnement même du système. Il contribue à la formation des décisions, à leur diffusion, à leur légitimation. On ne peut plus s'en passer. Et du coup, à la fin du XVIIIe siècle, une transformation décisive est accomplie. Le livre et, encore une fois plus largement, l'imprimé est devenu un média politique à part entière. Il participe à la construction des régimes, à la mobilisation des citoyens, à la structuration des débats. Cette mutation ne disparaît pas non plus avec la fin des révolutions, il ne faut pas croire ça, elle va s'inscrire durablement dans les sociétés modernes. Le lien entre imprimé et politique devient même structurel. Les régimes du XIXe siècle, qu'ils soient monarchiques, libéraux ou démocratiques, vont devoir composer avec cette réalité. Mais dans le même temps, vous avez une autre transformation qui se prépare. Parce que si le livre est devenu un acteur central de la vie politique, il va bientôt changer d'échelle. Avec l'industrialisation, il va entrer dans une logique nouvelle, celle de la production de masse.